Salut à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Initiative Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique qui bouge au sommaire cette semaine. Crise malienne, menace terroriste, rôle de la jeunesse africaine, quelle est la position des États-Unis? Élément de réponse avec Bruce Wharton du Bureau des Affaires africaines du gouvernement Obama, une exclusivité Initiative Africa. C'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine. Sous-secrétaire d'État adjoint chargé de la diplomatie publique au Bureau des Affaires africaines des États-Unis, Bruce Wharton était de passage à Paris. En exclusivité pour Initiative Africa, il a accepté de nous parler de la position de son pays sur les grands dossiers d'actualité du continent. Bruce Wharton, bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation d'Initiative Africa. Vous êtes sous-secrétaire d'État adjoint chargé de la diplomatie publique au Bureau des Affaires africaines des États-Unis. En deux mots, votre rôle, c'est quoi? Une grande partie de mon travail consiste à m'assurer que le gouvernement américain comprend les Africains et s'engage avec eux de manière constructive. Nous avons mis en place toute une série de projets, qu'il s'agisse de bibliothèques, de programmes en langue anglaise, d'échanges professionnels ou éducatifs comme le programme Fulbright. Il y a 50 ans, l'Africa Regional Services était créé. Quelles sont les grandes réalisations de ce bureau jusqu'à maintenant? Je vous remercie d'en parler car c'est la raison principale de ma venue à Paris aujourd'hui. Je suis là pour fêter le 50e anniversaire de l'Africa Regional Services. Ce bureau accomplit un travail extraordinaire et joue un rôle primordial dans la création de liens pour une meilleure compréhension mutuelle entre les États-Unis et l'Afrique. Le tout en français qui est une langue très importante sur le continent. L'une des réussites de ce bureau, c'est le programme d'éducation Nouveaux Horizons. À travers ce programme, nous publions en français des livres qui nous semblent importants, des livres sur le management, l'économie, la politique. Ils sont édités et distribués par des librairies sur le continent. À titre d'exemple, l'an dernier, nous avions édité 120 000 livres à l'attention du public africain. Parlons de la situation du Mali. Depuis le coup d'État qui a renversé l'ancien président Toumani Touré, la situation a empiré. Le groupe Touareg MNLA et le mouvement islamiste Ansar Eddine ont profité de la situation pour prendre le contrôle du nord du pays. Entre-temps, un président et un premier ministre par intérim ont été nommés. Mais sur place, la situation reste toujours aussi confuse. Un commentaire? Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe actuellement au Mali. Et je pense que la situation là-bas démontre bien les dangers des coups d'État. Les bons coups d'État, ça n'existe pas. Ils n'apportent jamais de progrès par la suite. La CEDEAO et l'Union africaine jouent un rôle clé pour tenter de trouver des solutions à cette crise. En même temps, il est très important que le gouvernement mis en place à l'issue de ce coup d'État organise des élections démocratiques le plus rapidement possible et que le peuple malien puisse voter pour un gouvernement qu'il aura lui-même choisi. C'est seulement à ce moment-là que les Maliens pourront s'occuper des problèmes dans le nord du pays, gérer les problèmes de sécurité, les problèmes de développement économique et les problèmes d'éducation. Tout ceci afin de construire un avenir meilleur et digne pour l'ensemble du peuple malien. Le gouvernement américain est-il en contact régulier avec les responsables maliens? Oui, nous avons un ambassadeur sur le terrain qui est très dynamique et qui maintient un contact régulier avec eux. Mon patron, le sous-secrétaire Carson, est en contact permanent. Et je dois préciser que nous travaillons de manière très étroite avec le gouvernement français et les différents gouvernements régionaux d'Afrique de l'Ouest pour trouver une solution à la crise. Il ne s'agit pas d'une approche unilatérale, mais bien régionale. Menaces terroristes dans le Sahel et en Somalie, piraterie au large de l'Afrique de l'Est, conflits qui s'enlisent entre les deux Soudans et à l'est de la RDC, sans parler des attentats de Boko Haram au Nigeria. Les zones de tension et de conflit ne manquent pas sur le continent. Que fait votre pays sur le terrain pour aider l'Afrique? Vous avez raison. L'Afrique est confrontée à un certain nombre de crises importantes, mais en même temps, il existe une autre Afrique, beaucoup plus positive et qui progresse, beaucoup plus vite. Cela dit, nous devons gérer ces défis. Sous l'impulsion du gouvernement Obama, l'une de nos principales initiatives ces dernières années consiste à travailler avec les organisations régionales plutôt que de façon unilatérale ou bilatérale. En Somalie, par exemple, l'Union africaine, par le biais de l'AMISOM, joue un rôle très constructif. Et pour la première fois depuis très longtemps, il y a un vrai espoir en Somalie. Au Mali, j'ai évoqué notre travail avec le gouvernement français, burkinabé, sénégalais, nigérien entre autres.
Encore une fois, il s'agit d'une approche régionale et multilatérale. Au Soudan, nous sommes très impliqués. Le président Obama a un représentant spécial, l'ambassadeur Princeton Lehman, qui fait régulièrement l'aller-retour entre Khartoum et... Mais concrètement, comment travaillez-vous sur le terrain? Vous envoyez des représentants militaires? Vous avez mis en place des coopérations militaires? Au Soudan? Oui, par exemple. Non, en fait, au Soudan, c'est l'Union africaine qui a envoyé un contingent de soldats éthiopiens pour essayer de stabiliser la frontière qui pose problème. Les États-Unis ne disposent d'aucune force militaire active en Afrique, à l'exception d'une centaine de soldats américains qui travaillent à la coordination des services de renseignement en République centrafricaine et en Ouganda au sujet de l'armée de résistance du Seigneur et de Joseph Kony. Eux, mis à part, tous les soldats présents sur le continent sont des Africains. Beaucoup d'Africains, justement, pensent que les États-Unis consacrent plus d'efforts dans leur lutte contre le terrorisme en Afghanistan et au Pakistan qu'en Afrique. Vous avez évoqué la République centrafricaine et la LRA, mais pourquoi ne pas consacrer ces mêmes efforts dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ? D'abord, je pense qu'il est très important de ne pas considérer ces questions de sécurité, d'extrémisme et de terrorisme en Afrique comme étant un seul et unique bloc. Sur le continent, il existe des problèmes différents dans des régions différentes. La Somalie et le groupe Al-Shabaab est un ensemble de problèmes très graves. Boko Haram, dans le nord du Nigeria, c'est encore d'autres problèmes. Et en plus, Boko Haram, ce n'est pas une seule organisation, c'est un rassemblement de groupuscules. Puis il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique. À chaque fois, il s'agit de cas bien précis. Et je pense que ce serait une erreur de notre part d'appliquer les réponses partout comme s'il s'agissait d'un problème panafricain ou transsaharien. Prenons Boko Haram par exemple. La meilleure réponse pour y faire face serait probablement de développer l'économie et l'éducation en aidant les habitants du Nord à avoir une meilleure vie. Al-Qaïda au Maghreb, c'est un petit groupe d'extrémistes venant d'Algérie pour la plupart d'entre eux qui ne sont pas bien acceptés par les populations locales. Nous devons donc travailler étroitement avec les gouvernements concernés sur cette question. Pour Al-Shabaab, j'ai déjà parlé du travail réalisé par l'Union africaine et l'AMISOM en Somalie. Le gouvernement turc commence lui aussi à s'impliquer et c'est une évolution positive. Chacune de ces situations nécessite une approche spécifique et nuancée. Je comprends, mais ma question concernait le fait que beaucoup de gens en Afrique pensent vraiment que vous consacrez plus d'efforts sur d'autres endroits de la planète que sur le continent. Et en même temps, vous dites que l'Afrique joue un rôle clé dans l'avenir du monde. Absolument. Voyez-vous, nous prenons des engagements très importants en Afrique aujourd'hui. Mais je tiens à vous rappeler que nos expériences en Irak et en Afghanistan, avec d'énormes moyens militaires déployés là-bas, je crois qu'on peut se demander si le fait que les États-Unis s'engagent de la même manière en Afrique n'aurait pas pour conséquence d'attirer plus d'extrémistes que de s'attaquer aux problèmes de fond. Je ne pense pas que les solutions militaires que nous avons trouvées pour le Moyen-Orient puissent s'appliquer nécessairement à l'Afrique. La crise économique aura-t-elle des conséquences sur votre aide publique au développement qui bénéficie à un certain nombre de pays africains? À ce stade, c'est possible. Il se peut qu'un jour, les États-Unis ne soient plus en mesure d'augmenter le montant de leur aide publique au développement comme par le passé. Je ne pense pas qu'il y aura des coupes budgétaires massives dans les années qui viennent, mais il est probable que nous ne puissions plus mettre en place de nouveaux programmes comme nous le faisions auparavant. Comme promis, suite et fin de mon entretien avec Bruce Wharton du Bureau des Affaires africaines aux États-Unis. Stephen Hayes, le président du Corporate Council in Africa, a déclaré que l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, constituait la pierre angulaire de la politique américaine dans cette région. D'habitude, votre pays s'intéresse au pétrole et aux mines. Est-ce que cela est en train de changer? Non. Aujourd'hui, partout à travers le monde, on parle de l'extraordinaire potentiel économique de l'Afrique et de sa croissance, alors que dans le même temps, des pays comme les États-Unis ou la France traversent une grave
grave récession. Depuis plusieurs années maintenant, le taux de croissance des pays africains varie entre 5 et 6%, voire 10% pour certains d'entre eux. Nous considérons tous que l'Afrique représente la nouvelle frontière de l'économie mondiale. L'AGOA est la principale plateforme de l'engagement économique des États-Unis sur le continent. Mais il y a quelques problèmes à résoudre. Au jour d'aujourd'hui, l'AGOA se focalise beaucoup trop sur les industries extractives comme le pétrole et les minerais. Je pense qu'il est essentiel que nous commencions à trouver des solutions pour promouvoir les industries à valeur ajoutée en Afrique. Et quels sont les pays africains privilégiés par les entreprises américaines? Tout pays qui a un système législatif solide et fiable. Avoir des règles prévisibles en ce qui concerne les investissements étrangers permet d'attirer plus d'investisseurs étrangers. Le Ghana s'en sort très bien ces dernières années, l'Afrique du Sud et le Kenya également. Je dirais qu'il s'agit là des 3 premiers. Parlons de la jeunesse africaine. En 2010, je crois, le président Obama a invité à Washington une centaine de jeunes leaders africains pour parler de bonne gouvernance. Ce n'était pas une question qu'il aurait dû aborder directement avec les chefs d'État africains. Le président Obama a fait le choix délibéré de s'adresser aux jeunes Africains, en regardant l'avenir de l'Afrique à travers le regard de celles et ceux qui seront au pouvoir dans les 50 prochaines années, les jeunes d'aujourd'hui. Les statistiques démographiques de l'Afrique sont impressionnantes. 60% des Africains ont moins de 30 ans. Il est donc essentiel aujourd'hui qu'on leur donne les moyens de s'exprimer et une plateforme pour qu'ils puissent parler de leurs espoirs et de leurs rêves. Le président a fait ce choix. Et vous avez raison, il y a eu quelques critiques en Afrique qui ont dit « et les dirigeants actuels dans tout ça ?» Alors, et les dirigeants actuels dans tout ça? Nous leur accordons une grande importance. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, le président Obama en a profité pour organiser de grandes réunions avec eux et les inviter à déjeuner. Au cours des 2 dernières années, Hillary Clinton, notre secrétaire d'État, s'est plus rendue en Afrique que ne l'a fait son prédécesseur pendant toute la durée de son mandat. Mon patron et moi-même voyageons tout le temps là-bas. Nous avons d'excellents rapports avec la plupart des dirigeants africains, mais nous voulions aussi entrer en contact avec la prochaine génération des leaders africains. Une dernière question, un peu plus personnelle cette fois. Pourquoi avoir décidé de travailler avec l'Afrique? J'ai des racines familiales en Afrique. Mon père est né dans un pays qui s'appelait le Congo belge à l'époque. Mes grands-parents y ont vécu de 1915 à 1949. J'ai grandi dans une maison remplie d'histoires africaines, d'art africain et de respect pour les cultures africaines. C'est un endroit que j'ai toujours voulu connaître. Maintenant que je travaille dans le service diplomatique américain, j'ai l'impression d'être plus utile à mon pays et à la planète en m'impliquant en Afrique. Là-bas, plus que partout ailleurs dans le monde, il y a plus d'espoir, de dynamisme et d'opportunités. Bruce Wharton, thank you very much indeed. Je vous remercie. Thank you very much for this interview. Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Pour revoir l'émission, une seule adresse, vous la connaissez par cœur. Elle s'affiche au bas de votre écran pour ceux qui ne s'en rappellent plus. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour une nouvelle édition de Business Africa, votre magazine économique. Très belle semaine. Salut à tous.